Pourquoi ce livre? Parce que je pense que l'un comme l'autre, on est tellement habitués à s'entendre dire que l'éducation, les politiques éducatives, c'est le tonneau des Danaïdes. Il y a des sujets beaucoup trop compliqués pour qu'on commence à voir le bout d'une solution et que tout ça prend du temps, etc. Que ce qui s'est passé avec ce sujet de la mixité sociale et des expérimentations que j'avais lancées en 2015 quand j'étais ministre pour que dans plusieurs territoires, on apporte des solutions à cette absence de mixité sociale et qu'on mélange les élèves, et que j'avais fait évaluer scientifiquement à l'époque, évaluation scientifique qui a duré sur plusieurs années, donc les résultats ont été enfin publiés au printemps 2023, des résultats extrêmement positifs, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais qui sont globalement passés inaperçus dans le débat public. Donc c'est cette chose-là qui provoque le déclic du livre. C'est pas possible en fait. Pour une fois qu'on a quelque chose de positif, il faut quand même le raconter. Sinon, comment est-ce que le débat public peut évoluer sur le sujet? Évidemment, on sait que depuis de longues années, les écarts se creusent, qu'on a régulièrement des enquêtes, des données, soit internationales, soit françaises, etc. Et il y a très souvent une sorte de fatalisme, en disant c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, la société est ainsi faite. Il y a aussi l'idée que c'est politiquement pas très facile de jouer l'égalité scolaire, parce que c'est pas évident que chacun d'entre nous y tienne autant que ça pour ses propres enfants. Donc je trouvais que ce livre était bien plus original qu'il en a l'air, non pas parce qu'il dit qu'il y a des inégalités, qu'il y a du séparatisme, mais parce qu'il dit qu'on peut faire quelque chose. Créer un peu de perspective politique dans un univers qui se vit sans cesse comme étant dominé par la répétition du même, les tensions croissantes, etc., ça avait quand même quelque chose de politiquement bien plus original qu'on pouvait l'imaginer. En fait, ma première réflexion, c'est de me dire, ce qui ne va pas dans cette affaire, c'est le levier unique, la carte scolaire, et la mesure uniforme qui s'applique à tous les territoires. Donc on va changer ces deux choses. Au lieu d'une mesure uniforme, on va concevoir une multitude de palettes de solutions possibles pour faire du mélange des élèves. Alors c'est vraiment à l'échelle du collège que le problème se pose beaucoup, donc c'est là-dessus qu'on a voulu agir. Donc comment, par exemple, on peut mélanger les élèves? On mélange les élèves en fusionnant deux collèges à la composition sociale différente. On mélange les élèves en détruisant un collège décidément trop mal en point, très repoussoir, installé dans un lieu près de points de deal, par exemple, des choses comme ça. On le détruit carrément. On reconstruit un collège dans une localisation plus intelligente, à la lisière de plusieurs territoires qui ne se ressemblent pas. On redessine des secteurs multicollèges en les pensant intelligemment. Cette palette de solutions qui s'oppose à l'uniformité de la solution unique, elle va aussi avec l'autre de mes idées du moment, c'était de dire, en fait, ce qui ne va pas aussi, c'est que tout soit descendant. Alors qu'en réalité, toutes ces vies, toute cette absence de mixité sociale, ces raisons pour lesquelles les familles ont des stratégies de fuite de tel ou tel établissement, ça se vit à une échelle locale. Mon idée à ce moment-là, ça va être de dire, je vais demander aux départements, qui sont les collectivités qui ont compétence sur les collèges, de bien vouloir s'inscrire dans ce vaste programme. Je leur file la palette des solutions, ils choisissent celle qu'ils préfèrent, qui convient le mieux à leur territoire, et c'est à l'échelle de ce territoire qu'on va construire ça et qu'on va évaluer ça. Et donc c'est ça qui se lance à partir de 2015 et que vous venez de rappeler. 82 territoires, ça veut dire 56 collèges concernés en tout, dans des territoires très différents, pas que des grandes villes, même si on a beaucoup retenu Paris, Toulouse, mais il y avait aussi vraiment Redon, il y avait des villes de toute taille. Et donc du coup, à partir de là, on va pouvoir à la fois, une fois que la solution a été retenue, associer les parents, la communauté éducative sur le territoire, c'est l'avantage de partir du local. Donc c'est ça qui s'est passé en gros à partir de ces expérimentations et jusqu'à leur évaluation en 2023.
ce que dit l'évaluation scientifique, par exemple, il n'y a pas eu de surfuite vers le privé, par exemple. Le mélange, la mixité s'est bien produite. Les résultats académiques ont été très bons, notamment pour les plus faibles, évidemment, les plus éloignés, mais du côté des plus forts, il n'y a pas eu de perte de niveau. C'était toujours la crainte qu'on nous agitait. Et puis, surtout, un climat scolaire amélioré, des compétences psychosociales aussi, la confiance en soi, la capacité à se projeter dans l'avenir, la coopération avec les autres, tout ça a été évalué. Donc c'est ça qui s'est passé en gros à partir de ces expérimentations et jusqu'à leur évaluation en 2023. Il faut bien prendre le temps de se poser en détail la question de ce qu'on doit généraliser. En l'occurrence, s'agissant des expérimentations mixité sociale, ça n'est pas un modèle qu'on doit généraliser. En fait, ce qu'on comprend de ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait que ça marche, c'est que c'était adapté à chaque territoire. Donc c'est pas forcément réplicable de façon uniforme dans les autres territoires. Donc en fait, ce qu'il faudrait généraliser à l'avenir, car il faut y revenir à ce sujet, c'est arriver avec un chiffre, avec un objectif, un but à atteindre de résorption de l'absence de mixité sociale et scolaire, et dire ça, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous imposons. Nous imposons d'aboutir à ce résultat en 3 ans, en 5 ans. Pour y arriver, nous avons une palette de solutions. Chaque territoire, comme l'ont fait les territoires expérimentateurs, en adopte une. Par contre, là, vous êtes obligés, vous devez en adopter une, celle de votre choix. Et à partir de là, si au terme des 3 ans, 5 ans, dans tel territoire, il apparaît que les choses n'ont pas été assez poussées pour qu'on obtienne les résultats, qu'il existe toujours des établissements complètement repoussoirs, des choses comme ça, là, l'État reprend la main et vient imposer des choses. Ce qui signifie mettre en place un observatoire de veille de l'évolution de la mixité sociale, etc. En fait, il faut absolument et c'est l'une des réformes les plus importantes à mon avis à mener s'agissant des enseignants, que la formation des enseignants, la formation continue, soit renforcée pour leur permettre vraiment d'être accompagnés en réalité dans cette prise en charge de l'hétérogénéité qui ne s'improvise vraiment pas. Mais en fait, on n'a pas d'autre choix que celui-là, parce que sinon, le seul autre choix que cette gestion bel et bien faite de l'hétérogénéité, le seul autre choix, la seule alternative, c'est ce que raconte Gabriel Attal sur les classes de niveau. C'est reléguer les plus faibles dans un coin à part, comme ça on ne les voit pas, ils ne nous retardent pas. Ce qui n'est pas acceptable, évidemment, pour nous. Donc, du coup, il faut absolument que, de façon très sérieuse, on reprenne cette question de la formation, puis on réduise les effectifs par classe. Moi, je suis convaincue que c'est très, très, très compliqué de gérer une hétérogénéité à ce point-là, quand en plus on a des effectifs trop lourds. Et il se trouve que ça correspond à une période qu'on est en train de traverser. Je vous rappelle que d'ici 2027, la France va perdre 500 000 élèves, une démographie scolaire à la baisse. Donc normalement, ça nous donne les moyens de réduire les effectifs. Les comparaisons internationales, pour dire les choses de manière un peu comme ça large, conduisent à penser que lorsque la formation professionnelle des enseignants est conçue comme une formation professionnelle, c'est-à-dire avec un choix relativement tôt, et le couplage des apprentissages académiques et des apprentissages professionnels, au fond, comme dans les écoles d'ingénieurs, on apprend la physique et à être ingénieur, ou on apprend la biologie et à être médecin simultanément. On ne fait pas les deux choses séparément. Je crois que ce serait un progrès. L'idée d'une formation professionnelle simultanée me paraît plus forte que l'idée que le modèle français qui était un modèle consécutif, c'est-à-dire vous apprenez l'histoire, et ensuite, vous apprenez à être prof d'histoire. Je crois qu'il faut apprendre les deux en même temps. C'est qu'à l'échelle d'une classe, d'un établissement, on puisse expérimenter des méthodes pour faire que cette hétérogénéité socio-scolaire soit positive pour tous les élèves. Par exemple, on va partir du principe que tel exercice de mathématiques, il est expliqué une fois par le professeur, mais les fois suivantes par les élèves qui ont compris aux élèves qui n'ont pas compris. Pour qu'on puisse mesurer comment est-ce que la fréquentation d'élèves qui ont compris pour ceux qui n'ont pas compris, mais aussi vice-versa,
a des effets positifs sur la rétention d'informations, sur la compréhension du cours, etc. Donc en fait, l'effet des pairs. Je voudrais une expérimentation qui permette de donner à voir l'effet des pairs en matière de réussite académique lorsque ces pairs sont hétérogènes socialement et scolairement. Et je crois qu'il faudrait que chaque enseignant ait un temps qui soit disponible pour faire autre chose. Et il me semble que ce dont souffre l'école française, le collège français, c'est que les élèves ne font pas beaucoup de choses. Ne font pas. Ils apprennent la science, ils n'en font pas beaucoup. Ils apprennent la technique, ils n'en font pas. Ils apprennent la littérature, ils n'écrivent pas beaucoup. Donc ça pourrait aussi sortir de l'école de cette espèce au fond, de carcan qui fait qu'elle est une machine qui trie, qui classe, qui range. Ça serait bien qu'il y ait des respirations où l'école fasse autre chose. Je me sens pas forcément légitime à leur donner un conseil parce que précisément je trouve que c'est un métier tellement difficile et je suis tellement admirative et reconnaissante aux gens qui le font que je ne sais pas quoi leur dire si ce n'est qu'on a besoin d'eux, mais je me sens mal à l'aise de dire ça parce qu'en fait c'est pas parce que vous leur direz que vous avez besoin d'eux que ça va les attirer forcément. Parce que ça fait presque, ça donne l'impression que c'est de l'ordre du sacerdoce, du sacrifice de soi. Et ils le vivent comme ça, et je comprends, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question. Peut-être que ce sera plus simple pour François. Mais les enquêtes montrent que les enseignants aiment leur métier, quand même. Ils aiment beaucoup leur métier. D'ailleurs, c'est un métier qu'on ne fait pas si on ne l'aime pas, c'est aussi bête que ça. Mais ils montrent qu'ils ont le sentiment que c'est un métier de plus en plus impossible. Donc, ce qu'on pourrait attendre, c'est qu'on leur rende le métier possible. Par exemple, qu'on leur donne le temps. Moi, je suis très frappé de voir que quand vous analysez sur une période historique assez brève, les exigences et les programmes ont augmenté et le temps a diminué. Donc, c'est pas possible. On pourrait imaginer quand même de leur ficher la paix. On pourrait imaginer d'alléger le contrôle. Aujourd'hui, les enseignants, comme les élèves, vivent avec Pronote, qui est une sorte de baromètre d'activité permanent. Je crois quand même que ce métier reste, aux yeux de ceux qui le font, un métier formidable, à condition qu'on ne pourrisse pas la vie avec des mesures, des formes d'organisation qui apparaissent de plus en plus invraisemblables. Et comme ça ne marche pas, évidemment, la tendance est d'en rajouter, de créer de plus en plus de contraintes, etc., etc. Donc, il y aurait peut-être à leur donner de la liberté, je crois. C'est l'impulsion de la puissance publique, de l'État, du ministère, voire du Parlement, car je crois qu'il faudrait faire un débat au Parlement sur ces objectifs de mixité sociale. Il faudrait aussi qu'on imagine, mais dans un monde réel, qu'on ait enfin une discussion sur l'école, et pas simplement des clichés, des stéréotypes, les uns qui rêvent de revenir à Jules Ferry, les autres, ils disent continuons avec des moyens, ça marchera pareil. Je crois qu'il faudrait qu'on ait un débat. Et peut-être que ce livre pourrait d'ailleurs y contribuer un petit peu.